Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Idées, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Aujourd'hui, nous abordons un thème d'actualité et qui le sera toujours d'ailleurs, les conflits entre générations. Nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau deux experts en sociologie pour approfondir le sujet. Professeur Ali Roudia-Djo, comment allez-vous, professeur? Je vais très bien, Sophia. Merci de cette invitation qui va nous offrir l'occasion de parler de problématiques actuelles et à venir. Et c'est un honneur pour nous qui sommes des spécialistes de la pratique quotidienne, pour ne pas dire de la vie tout court. L'honneur est pour nous, professeur. Et professeur Ali Anne, comment allez-vous? Bonsoir, bonjour à vous. Donc, très heureux d'être là avec vous pour partager ces instants de réflexion et on espère que ça sera au plaisir des téléspectateurs. Alors, on rentre directement dans le sujet, mais avant ça, j'aimerais vous présenter un peu pour ceux qui aimeraient savoir c'est quoi le profil de ces deux experts. Professeur Ali Roudia-Djo, vous êtes sociologue formateur, spécialiste des politiques de protection sociale, spécialiste aussi des thématiques sociales, du soutien et du suivi psychologique. Et vous êtes chef du bureau de planification, études et recherche à la Direction générale de l'action sociale. C'est bien ça. Oui. Professeur Ali Anne, vous êtes consultant en sociologie et en gestion des organisations. Vous êtes aussi directeur à la recherche au sein du groupe ISM, qu'on connaît bien. Et vous êtes chargé de cours au département économie et sociologie rurale de l'université de Thiès. C'est bien ça? C'est bien cela. Parfait. Alors, quand on parle de conflit entre générations, c'est important d'abord de définir c'est quoi une génération. On entend plusieurs définitions différentes. J'aimerais vous en proposer une, qui est la suivante. C'est un terme utilisé pour désigner une sous-population dont les membres ayant à peu près le même âge ou ayant vécu la même époque historique partagent un certain nombre de pratiques et de présentations. Alors, cette définition, selon vous, professeur Ali Anne, qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à notre culture, culturellement parlant? La génération, c'est quoi la dynamique? Donc voilà, oui, quand on parle d'une génération, forcément il y a une dimension culturelle. Parce qu'à travers une génération d'individus, ces individus partagent un certain nombre de choses en termes de valeurs, en termes de vertus, d'usages, de pratiques qu'ils ont eu à vivre ensemble à un moment donné de leur vie, à partir, j'allais dire même de 3 ans, l'âge où on commence un peu à s'identifier autour d'un groupe et puis on grandit avec. Donc oui, des gens dans une même génération ont forcément un certain nombre de représentations qui partagent ensemble. Donc, et qui dit représentation, qui dit valeur, dit forcément une dimension culturelle. Donc, toutes les personnes de la même génération ont entre elles ces valeurs, ces vertus, comme je l'ai dit, qu'elles partagent et avec lesquelles ils vont fonctionner. Ces individus vont fonctionner, vont avoir un certain nombre de comportements, vont avoir un certain nombre d'avis, à la limite d'idées, et tout cela inspiré de ces générations, de ces vécus qu'ils ont eu à avoir ensemble. Et c'est pour cela que bien souvent, quand vous retrouvez des gens qui ont cheminé ensemble dans une même génération, ils ont tendance à avoir les mêmes points de vue sur un certain nombre de situations. À partir de cet instant, deux générations différentes supposent deux perceptions qui pourraient être différentes. D'où la problématique que vous avez posée ce matin. D'accord. Est-ce que, professeur Djo, vous trouvez que la définition même de génération apporte directement une distance entre deux groupes d'individus différents? Oui, tel que formulé, je pense qu'une génération, comme l'a si bien décrite mon cher collègue et débatteur que je salue au passage, le professeur Anne, avec qui je partage beaucoup d'affinités et un espace scolaire et universitaire. Une génération telle que formulée par les statisticiens démographes, et tel que formulé en termes de cycle de vie, approche cycle de vie, c'est le temps formulé en termes d'âge qui sépare deux personnes. Et pour les statisticiens démographes, on a longtemps retenu que l'écart entre deux générations, c'est 30 ans. Mais cet écart-là, elle est souvent repoussée parce qu'avant, les gens se mariaient très tôt, n'est-ce pas? Ce qui fait que le temps qui nous séparait de nos enfants,
pouvait être de l'ordre de 10 à 15 ans. Mais plus on avance, les gens ont tendance à se marier très tard et cet écart-là, n'est-ce pas, forcément, va se creuser. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que aussi la génération, c'est un temps, c'est un vécu, n'est-ce pas, c'est des perceptions, n'est-ce pas, et ces problématiques-là, forcément, se répercutent, n'est-ce pas, d'une personne à une autre. Et quand on dit qu'il y a conflit, c'est parce qu'il y a un enjeu. Un enjeu, forcément, c'est ce qui fait courir les gens. Alors, dans cette problématique-là, qu'est-ce que c'est que l'enjeu? Qu'est-ce qui fait courir les générations, les personnes d'une génération à une autre? Qu'est-ce qui est l'enjeu commun? C'est important de le dire parce que pour qu'il y ait conflit, comme vous dites, c'est parce qu'il y a un enjeu commun, il y a des objectifs communs qui opposent certainement deux groupes d'individus. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment on quantifie en fait la génération. Certains disent 30 ans, d'autres disent 25 ans, d'autres pensent que c'est juste 10 ans, parce que les changements évoluent tellement rapidement que en 30 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Parfaitement. Et beaucoup de mini-générations peuvent naître dans ces 30 ans. Parfaitement, parfaitement. Et c'est d'autant plus vrai que avant peut-être le rythme de progression par rapport aux techniques industrielles, à la perception de la modernité, se faisait de manière un peu plus lente. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement, parce qu'actuellement les choses vont très vite et dans les cités urbaines, n'est-ce pas, et de plus en plus il y a une intergénérationnalité. C'est-à-dire que finalement, moi, je peux partager un même espace avec mes enfants. Et on a forcément des thèmes de discussion, ce qui n'était pas le cas avant. Et justement, on est en train de parler de valeurs et d'habitudes, etc. La question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez du changement de valeurs? Parce qu'un des reproches qu'on fait souvent aux nouvelles générations, c'est de ne plus prioriser certaines valeurs, comme par exemple la famille, qui auparavant avait une place plus que centrale dans nos communautés, au profit de certaines valeurs comme l'individualisme, etc. On dit que les jeunes sont devenus très individualistes. Est-ce que vous pensez que les valeurs changent dépendamment du contexte dans lequel on se trouve et des réalités que l'on vit? Oui, parlant des valeurs, il faut savoir que les valeurs, c'est un certain nombre de choses, pour ne pas dire un ensemble de choses qu'un individu va intégrer dans sa manière de fonctionner à travers une société donnée. Il y a un système d'apprentissage qui va se faire et qui fait que la personne va prendre sur elle un certain nombre de pratiques avec lesquelles cette personne va fonctionner. Ces valeurs, une fois installées, deviennent à la limite, j'allais dire, la ligne de conduite de cette personne-là. Alors, avec la modernité, naturellement, on va constater un petit déclin, j'allais dire, en contexte sénégalais, de la famille au profit de l'individu. Donc, c'est toute une idéologie qui s'est développée à travers le monde, donc, et qui a fait ses pas jusque chez nous, dans nos portes, dans nos familles. Mais la question aujourd'hui qui se pose, la grande problématique aujourd'hui, c'est que l'individualisme ne répond plus aux besoins des personnes en tant qu'être humain. L'individualisme ne répond plus, les exemples sont simples. Hein. Les réseaux sociaux inventés en Occident sont la preuve, ou sont les preuves que l'individualisme ne fonctionne pas, en tout cas d'un point de vue social. Alors, on a un peu mis en déclin la famille. L'individualisme n'apporte pas toutes les réponses qu'il faut. La grande problématique qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir vers quelle direction aller. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus de penseurs s'accordent sur le fait que la famille a un rôle qu'on ne saurait pouvoir changer. La réalité aujourd'hui, c'est que la famille est en train de reprendre cette place qu'on a cru qu'elle avait perdue, mais petit à petit. Donc, moi je dirais, en contexte sénégalais bien sûr, qu'il y a une coexistence entre cette famille qui résiste toujours pour rester le noyau social le plus important et cet individualisme qui veut prendre sa place, mais qui, heureusement ou malheureusement, n'apporte pas toutes les réponses qu'il faut à l'individu. Donc aujourd'hui,
Hier encore, je disais à mes étudiants, faites attention à la famille, parce que c'est l'une des choses les plus importantes en contexte sénégalais. Et il y a une de mes étudiantes qui me disait, oui, si je n'ai pas fait mes exercices, mon grand frère n'a pas à me dire si je l'ai fait ou pas, parce que c'est ma vie. Je lui dis, mais oui, et si tu tombais malade, tu aurais eu ce commentaire? Est-ce que si tu avais des problèmes, tu aurais eu ce commentaire? Quelles sont les personnes qui aujourd'hui, quand tu es devant les difficultés qui se présentent les premiers, naturellement, c'est les gens autour de ta famille. Donc, face à l'insécurité, face à l'incertitude, face à toutes ces énigmes qui se posent aux individus, la famille est en train de redevenir, en quelque sorte, un lieu privilégié de sécurité entouré des personnes qu'on connaît. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais cela n'empêche, l'individualisme tape à la porte, l'individualisme veut s'imposer comme idéologie, comme manière de penser, mais le social résiste toujours. Voilà. Ce qui veut dire que les valeurs de base ressurgissent tôt ou tard, si je comprends pas, et doivent ressurgir. Mais Monsieur Joe, est-ce que vous pensez que la différence des réalités et le changement du contexte, parce que les réalités de peut-être des générations d'il y a 30 ans, 40 ans ne sont pas celles d'aujourd'hui, est-ce que ça explique un peu l'évolution ou le changement de certaines valeurs selon vous? Oui, je pense que quand on formule la question en termes de valeurs, il faut retourner déjà à la société et particulièrement à la communauté. L'Afrique au sud du Sahara, particulièrement dans le contexte sénégalais, le communautarisme est et restera une valeur, n'est-ce pas? Alors, mais il est dans l'évolution des sociétés, n'est-ce pas, un trait essentiel, n'est-ce pas, c'est la dimension du progrès. Et forcément, toutes les sociétés vont aborder cette ligne. L'anthropologie culturelle nous enseigne que toutes les sociétés passent du simple au complexe, de l'homogène à l'hétérogène. Toutes les sociétés passent de la sauvagerie par la barbarie pour accéder au stade de la civilisation, qui est le stade suprême, n'est-ce pas, de l'évolution de la nature humaine. Ce qui fait que dans nos sociétés, les réalités, elles sont normatives parce que c'est la société qui définit le type de normes à respecter et tout ce qui sort de ce cadre-là relève de l'anormalité, pour ne pas dire de la déviance. Mais dans le contexte sénégalais, articulé autour de la tradition, des normes et des coutumes ancestrales, articulé autour de la communauté qui était vectrice de la conscience collective. La conscience collective, c'est la conscience qui est au-dessus de tous les membres de la communauté. Cette conscience collective-là a tendance à disparaître de plus en plus au profit de la conscience individuelle. C'est ce qui fait que nos sociétés, en contact avec les réalités culturelles qui sont venues d'ailleurs par le biais de la mondialisation, par le biais du mimétisme, par le biais de la médiation, par le biais du brassage culturel, connaissent ces chocs-là qui nous viennent d'ailleurs. Et c'est pourquoi nos sociétés sont en train de changer. Et dans nos sociétés, justement, aussi, existent des facteurs socioculturels qui sont handicapants, c'est-à-dire qui ne sont plus opérants dans le contexte actuel. Alors, il suffit simplement de se rendre compte que dans le contexte sénégalais, l'individu est obligé de faire face à 3 facteurs, par exemple. Chez nos familles, nous devons procéder forcément à la surveillance syndromique de la rébellion adolescente. C'est un devoir pour les parents que nous sommes. L'individu doit faire face à la surveillance syndromique du matérialisme galopant chez la femme sénégalaise, par exemple. Et nous devons aussi faire face à la surveillance syndromique de l'irresponsabilité des hommes d'aujourd'hui, qui fait que quand c'est difficile, on abandonne femme et enfants, ou on abandonne la femme qu'on avait déjà mariée pour se situer dans un autre registre. Alors cela s'explique par le fait que les parents sénégalais, les hommes sénégalais ne sont pas toujours accompagnés sur le rôle de parents ou sur le rôle, n'est-ce pas, de surveillant, n'est-ce pas, de gardien des normes et des valeurs culturelles. Ça, c'est déjà un problème. L'autre trait culturel, c'est que toutes les valeurs aussi ne sont pas de bonnes valeurs, n'est-ce pas?
Dans le contexte actuel, quand on me dit que ta fille doit être excisée, c'est une valeur, je dis, ce n'est pas une valeur, je refuse qu'elle soit une valeur. Je ne vais pas exciser ma fille pour X raisons que ce soit, etc. Des choses comme ça, on en a à l'appel. Alors, ce qu'il y a lieu maintenant de faire, c'est de dire, il y a un contexte qui est là, et ce contexte-là ne peut pas rester le même toujours, parce qu'il est dans l'ordre de la nature humaine d'évoluer, de penser autrement. C'est l'apparition de l'individualisme et du comportement individuel, comme c'est le cas en Europe. Il faut simplement rappeler que l'Europe aussi a été à un moment une Europe communautaire, mais c'est le fruit de l'évolution qui a conduit l'Europe du XVIIIe siècle à connaître la révolution technique et industrielle qui a libéré complètement l'individu de l'obscurantisme, n'est-ce pas, ou du manque de savoir. C'est-à-dire l'obscurantisme, c'est un frein à l'évolution de l'humanité. Pendant longtemps, on a connu chez les tribus aztèques et nomades qu'à chaque fois qu'un homme traversait le fleuve, il fallait que le dieu du fleuve prenne sur lui la responsabilité de le laisser vivre ou mourir. Et c'était un rite, c'était une croyance fondamentalement ancrée chez cette communauté-là. Il a fallu qu'on vienne leur expliquer qu'il faut simplement savoir nager pour dépasser cette situation-là. Donc, vous voyez l'écart qui existe entre l'évolution des sociétés, vous voyez l'écart qui existe entre les types de croyances et les types de perceptions, et on en arrive maintenant, nous, dans le contexte sénégalais, à faire attention au choc culturel, au choc des valeurs, à la pratique de la vie quotidienne qui, chaque jour, amène des choses de nouveau et auxquelles l'homme doit être confronté, préparé pour évidemment le surmonter. Mais je trouve que c'est important de faire la différence, comme vous l'avez dit, entre les valeurs. Toutes les valeurs ne sont pas forcément de bonnes valeurs. C'est quelque chose à dire parce que on a l'impression, quand on parle justement des conflits entre générations, qu'on trouve que le progrès est forcément un déclin, que le changement est un déclin. Chaque génération se positionne en disant, après nous, c'est le déluge. Nous, on ne faisait pas les choses comme ça. C'était mieux à notre époque. Et est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est pas forcément le cas? Il y a certaines choses que de nouvelles générations abandonnent, qu'elles doivent abandonner justement. Qu'est-ce que vous pensez de cette perspective, Monsieur Anne, le fait que d'anciennes générations considèrent que après elles, c'est le déclin? Oui, c'est très pertinent comme question de voir qu'à chaque génération, les individus ont tendance à penser que ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je disais tout à l'heure qu'il serait bien qu'on s'arrête un peu sur cette notion, la notion de conflit. Alors, un conflit, c'est quoi? C'est un différend entre deux individus, entre un individu et un groupe ou entre deux groupes. Alors, quand ces différences se présentent, ça veut dire quoi? On a face à face deux groupes qui n'ont pas la même perception des choses. Et chacun de ces groupes va s'arrêter sur le fait que, oui, il a vécu les meilleures perceptions. C'est normal parce qu'on ne maîtrise, on ne connaît que ce qu'on a vécu. Ne sachant pas ce que l'autre a vécu, on peut avoir tendance à penser que ce que nous avons vécu est forcément mieux. D'où les anciennes générations qui pensent qu'ils ont vécu mieux et les nouvelles qui pensent que ceux-là, entre guillemets, n'ont rien compris. Alors, devant cette situation, je disais que l'une des choses les plus importantes alors serait la communication. À travers cette communication, ces deux groupes vont pouvoir échanger de perceptions. Le professeur parlait tout à l'heure d'une relation entre parents et enfants. C'est la même chose que la relation entre professeurs et élèves ou étudiants, mais quelque part, même en milieu professionnel, c'est la même relation avec les personnes d'une certaine année, la cinquantaine, qui arrivent à occuper des niveaux de poste de top management, et les tout jeunes qui viennent juste de débarquer en entreprise avec leur envie, leur volonté de prouver. Souvent, quand on suit ces groupes sociaux, on se rend compte que ces problèmes se posent. Mais véritablement, à l'épreuve des faits, la seule chose qu'on peut trouver pour contourner, si on pourrait contourner, en tout cas pour prendre ce problème à bras le corps et le régler, c'est la communication. Une communication qui va mettre en avant deux ou trois choses. La première, c'est de considérer qu'on n'a pas toujours forcément raison.
La deuxième, c'est de considérer qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Et la troisième chose, c'est ce que je dis d'habitude, 1 plus 1, ce n'est pas 2, c'est 3. Pourquoi? Parce que l'apport de tes idées plus l'apport de la perception de l'autre vous permet de faire ensemble un bond en avant. Donc, il y a un plus, il y a un gain. Donc, en réalité, je dirais que le conflit, c'est normal. Parce que le différent est forcément normal, parce que les perceptions sont différentes. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'arrive pas à en parler. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'arrive pas à poser ces problèmes. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'arrive pas à percevoir ces différences et à y trouver une solution. Parce qu'en réalité, c'est le seul moyen de connaître un avancement. J'aimerais revenir sur 2 choses importantes que vous avez dit par rapport à la communication. Tout d'abord, accepter qu'on n'a pas toujours raison et savoir qu'on peut toujours apprendre de l'autre. Vous avez donné 2 exemples de valeurs. Ça, ce sont des valeurs, parce qu'on parle de changement de valeurs et tout, ce sont des valeurs qu'on devrait retrouver un peu partout. Et ça permet de faire la différence entre une valeur et la coutume. Tout à l'heure, vous avez parlé par exemple d'excision et je pense que vous avez donné un bon exemple d'une coutume qui n'est pas forcément à répéter vers des générations futures. Les valeurs sont bonnes à apprendre, mais les coutumes doivent être analysées souvent. Je pense que c'était important de faire cette distinction. J'aimerais revenir un peu sur ce que Dr Anne a dit par rapport aux relations dans l'entreprise entre différentes générations. Que pensez-vous de ce phénomène où les générations anciennes ont tendance à demander ou plutôt à exiger une certaine subordination des nouvelles générations, pas forcément au niveau des compétences, mais juste au niveau de la différence d'âge. Pourquoi? Là, c'est à ce niveau-là que notre culture intègre le milieu du travail, parce qu'on sait qu'au Sénégal, les aînés sont respectés d'une certaine manière, on leur parle d'une certaine manière, mais est-ce que cela doit être forcément appliqué aussi dans l'entreprise ou est-ce que c'est juste la performance qu'il faut considérer? Oui, je pense que vous abordez des questions majeures, n'est-ce pas, de l'approche fondamentale de la psychosociologie des organisations, n'est-ce pas, que je partage avec mon cher ami et collègue. Alors, les générations n'ont pas les mêmes motivations, ni même le même intérêt, n'est-ce pas? Je dis que toujours, les anciennes générations, les hommes d'âge mûr se plaisent, n'est-ce pas, dans la routine, parce que la routine est source de sécurité, justement. Alors, les anciennes personnes puisent toujours dans le registre des souvenirs passés pour régler des problèmes ponctuels qui sont devant eux. On fait confiance à la jeunesse parce qu'elle a de l'audace, mais aussi la jeunesse, elle est spontanée. Mais surtout, la jeunesse est porteuse d'innovation. La jeunesse est plus audacieuse. Et pour affronter le monde d'aujourd'hui, il faut être audacieux. Il faut être une jeunesse ouverte, ambitieuse, innovante, une jeunesse courageuse. Parce que les vieilles personnes, elles sont dans la routine, dans l'accoutumance, dans la répétition. Un problème se pose, ils ne l'affrontent pas directement. Ils vont retourner en arrière, 10, 15, 20 ans en arrière, pour puiser dans le registre de l'action qui avait été faite pour régler ce problème, pour revenir le proposer devant eux. Et je pense que ça, c'est une approche purement générationnelle. Alors, lorsqu'on a nommé par exemple le président Famara Ibrahima Sagna, que nous connaissons et que nous respectons, pour diriger le dialogue national, on a refusé. On a refusé. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui sont sautés pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Et pourquoi? Il ne peut pas mieux connaître les enjeux que nous, qui sommes de cette génération-là. C'est une personne qui a plus de 65 ans, 70 ans. Il ne peut pas être plus audacieux que nous. Il ne peut pas venir régler nos différends et nos problèmes. Et ensuite, nous sommes une jeunesse qui ne devons pas transférer nos problèmes à la génération supérieure. C'est des choses que nous refusons. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, nos sociétés sont des sociétés de transfert. Nous sommes une société de transfert. Vous transférez vos vies entre les mains de Dieu. C'est normal, nous sommes des croyants.
Vous transférez les problèmes que vous avez à un marabout à qui vous donnez en même temps du pouvoir. Votre fils ne réussit pas dans la vie, ce n'est pas lui, c'est la coépouse. Vous transférez l'échec de votre fils à votre coépouse ou à une tierce personne. Nous sommes une société de transfert, nous sommes des hommes de transfert. Nous n'assumons pas nos responsabilités, nous ne sommes pas responsables. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait une surveillance syndromique de l'irresponsabilité des hommes. C'est dans ce registre-là que je l'inscris. Alors, quand on nous dit qu'il y a Famara Ibrahima Sagna, un vieux que nous respectons, une personne que nous respectons, qui a 70 ans et qui peut venir régler le conflit politique qui est là entre nous, je dis que ce n'est pas responsable de notre part. Et les jeunes de ma génération ont refusé. Ils ne peuvent pas régler nos problèmes, qu'il nous reste régler nos problèmes parce que c'est des problèmes factuels, c'est des problèmes concrets qui sont là devant nous et que nous pouvons affronter et régler. Je dis toujours que nous sommes producteurs de savoir. Nous sommes renforceurs de conviction et nous sommes là pour produire des solutions, donner des solutions qui peuvent venir à bout des problématiques qui se posent à notre génération. Et ce conflit de génération-là, justement, c'est qu'il y a un intérêt qui est en jeu. Quand vous dites à votre enfant, ne faites pas ceci, ne faites, vous êtes dans le registre du parent qui a peur que son enfant échoue, etc. Mais si vous lui faites confiance et que vous lui mettez dans la bonne voie, il peut lui se débrouiller et régler ses propres problèmes. C'est ce qui se passe en Occident, c'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, où vous n'entendrez nulle part parler de sensibilisation dans les politiques publiques. Il n'y en a pas. On conçoit que l'individu est éduqué à l'intérieur du cercle familial. Si ses parents échouent, ce n'est pas le problème de l'administration. Dès l'instant que vous avez 18 ans, il y a deux voies qui se dressent devant vous. Il y a la bonne voie, il y a la mauvaise voie. Si vous êtes dans la bonne voie en respectant les normes sociétales, la justice et l'intégrité des hommes, vous êtes dans le droit chemin. Si vous êtes out, vous êtes dans le gel, in gel comme ils disent. Donc c'est des responsabilités comme ça que nous devons partager au lieu de fuir tout le temps nos responsabilités. C'est ce que je retiens, bon, et bien évidemment, vous finissez avec la prise de responsabilité, ce qui est extrêmement basique et fondamental, bien évidemment, dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et surtout, faire la différence entre les pratiques coutumières, qui sont aussi excellentes, le respect des aînés, et ce qui fait évoluer aussi les choses, c'est-à-dire que quand la performance est là, donner la place à la performance, plutôt qu'à rester dans des sentiers battus, comme on dit, c'est très important. Oui, dans le cadre d'une entreprise, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes qui arrivent dans le marché de l'emploi. Oui. Ils sont prêts à tout. Oui. Tandis que la vieille garde qui est devant est là pour préserver des intérêts. Mais ils ont peur de la nouveauté. C'est ça, on leur laisse pas la place parce que, et ça revient toujours, en fait, il y a une différence entre ne pas laisser la place à la jeunesse parce que, comme vous le dites, on peut penser que il y a une certaine incompétence et tout, mais quand la jeunesse présente une compétence et que on justifie le blocage qu'on lui fait par ce droit d'aînesse, est-ce que le droit d'aînesse existe en entreprise? Est-ce qu'il devrait exister? Non, pardon. Ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, les étudiants que je forme, je leur dis tout le temps, quand vous êtes devant un chef d'entreprise, montrez-lui que vous êtes une valeur ajoutée. C'est ça. Vous êtes une valeur ajoutée, vous êtes la solution. Vous êtes le profil qu'il recherche et montrez-le lui. C'est-à-dire, avant de venir en entretien d'embauche, faites des recherches sur l'entreprise que vous voulez. Faites des recherches. Regardez l'organigramme, regardez son fonctionnement, qui est là, qu'est-ce qu'ils font, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans la production, qu'est-ce qu'il y a dans le top management, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans la direction? Et montrez-lui que vous êtes une valeur ajoutée par rapport à la rentabilité de l'entreprise. Il faut se comporter comme tel et se mettre devant le recruteur ou le chef d'entreprise pour qu'il perçoive qu'il ne vous recrute pas parce que vous êtes un parent, ou bien parce que vous êtes la même confrérie, ou parce que simplement il veut vous aider, mais il vous recrute parce que c'est dans son intérêt de ne pas vous laisser partir. Exactement. Monsieur Anne, vous vouliez dire? Voilà, je voulais juste rajouter par rapport à ces dimensions professionnelles que c'est une réalité. C'est une réalité que d'avoir des gens d'âge et d'expérience plus avancés qui plus ou moins bloquent par rapport aux jeunes. Oui, il a dit. Les autres s'inscrivent dans la sécurité, les autres, les plus jeunes, s'inscrivent dans l'innovation et dans l'audace. En réalité, la réelle réflexion, c'est de trouver une synthèse. Le collègue, quand il a parlé tout à l'heure, on a senti qu'il était carrément dans le conflit de génération, dans sa réaction par rapport à M. Sagna qui a été désigné. C'est ça exactement le conflit de génération. Quand on estime qu'on ne perçoit pas les choses de la même manière, donc forcément, il ne pourrait pas.
nous régler nos problèmes. Pour revenir sur le monde professionnel, donc oui, il y a ces conflits qui existent et qui sont à la limite permanents. Solution. De la part des jeunes, je dis toujours que quand on vient dans une entreprise chercher son avenir, chercher des perspectives, oui, on vient comme une valeur ajoutée. Oui, on vient comme une compétence. Veillez à avoir tout ce qui est requis comme compétence. Mais il y a forcément une phase d'apprentissage. Il y a une valeur importante, la discipline. Et c'est à ce niveau, souvent, qu'en milieu professionnel, le problème pourrait se poser au niveau des jeunes. Dans leur fougue, dans leur envie, dans leur volonté, dans leur insouciance, ils ont tendance souvent à mettre en stand-by la dimension discipline. Alors que, à tout niveau de responsabilité, la discipline est l'une des choses les plus partagées. Pour occuper des hauts niveaux, pour diriger des personnes, pour être un chef, pour être un dirigeant respecté, fondamentalement, cette dimension de discipline doit être présente. Et dans cette discipline, dans ce concept, il y a la volonté d'apprendre, d'accepter. Et au-delà de tout ça, ce que l'on appelle chez nous en Wolof le muñ. Il faudrait savoir accepter des fois certaines situations. Dans la vie de l'entreprise, on n'a pas tout ce que l'on veut. Mais des fois, il faut supporter dans le but d'avancer. Parce que ceux qui sont là devant, à un moment ou à un autre aussi, ils ont eu à supporter. Mais supporter dignement, supporter dans la compétence, supporter dans l'abnégation, supporter dans le respect de soi et le respect de l'autre. Supporter sans jamais accepter que l'autre puisse, devant vous, faire des actes qui ne sont pas acceptables. Respecter et se faire respecter. C'est des dimensions qui me semblent être importantes pour les jeunes qui veulent en tout cas percer en milieu professionnel. Quant aux adultes, il l'a dit, ils sont toujours sur une dimension de sécurité. Ils doivent, je pense, il n'est pas en moi l'envie de donner des conseils à qui que ce soit, mais je pense qu'il serait intéressant que ces adultes laissent un peu de cette place à cette nouvelle génération que je dis toujours que les jeunes sont plus intelligents que nous. Parce qu'ils ont affaire à des perceptions, à des choses, à des dimensions. Leur esprit est plus challengé. Une personne qui entre dans les cinquantaines, cette génération, pense à 2, 3, 4 choses. Sa femme, sa famille, ses enfants, maison, voiture, sécurité. Le jeune enfant, il passe la journée aux États-Unis, il revient, il passe au Canada, il passe la journée en France, à Dakar, à Joal, par l'Internet et la connexion. Ces deux perceptions-là sont forcément différentes. Donc forcément, ça revient le concept de communication, d'entente, de débat, d'échange et de discussion. C'est sûr que notre manière de consommer l'information est différente et a changé, ce qui change beaucoup les mentalités. Oui, mais je pense, moi, à mon niveau, que la question de l'éducation, de la discipline, elle est réglée déjà dans les familles. Ce n'est pas à 24 ans que vous venez dans une entreprise qu'on va commencer à vous éduquer. Elle devrait être réglée. Je pense que la question de la discipline, elle est réglée déjà dans les familles. Ouais. Ça, c'est le rôle de la famille. Ouais. Si vous venez en entreprise et que vous vous présentez, on suppose que vraiment vous avez acquis les règles de base de conduite pour pouvoir intégrer cette communauté-là professionnelle. C'est mon avis. Mais écoutez, nous sommes en train de parler de changement, tout ça est très passionnant. J'aimerais qu'on touche à un point focal et précis, les habitudes économiques. On parle d'entreprise, intégrer une entreprise, etc. Aujourd'hui, on remarque beaucoup chez les nouvelles générations que les nouvelles habitudes économiques consistent plus à créer sa propre entreprise, à créer son propre business. Tous les moyens sont bons pour être, entre guillemets, son propre patron. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces habitudes-là d'entrepreneuriat des jeunes? L'entrepreneuriat, c'est un phénomène, je suis tenté de dire social et économique, qui depuis quelques décennies est en train de prendre de l'ampleur en milieu professionnel et surtout chez les jeunes. Cet entrepreneuriat qui constitue une prise de risque, d'engagement pour faire sa voix. Ces deux choses sont liées. L'entrepreneuriat est lié au blocage professionnel dont on parlait tout à l'heure.
Alors, cet entrepreneuriat-là, oui, c'est une nouvelle forme de culture. Mais je suis tenté de dire que pour nous, les Africains, ce n'est pas une nouveauté. De manière historique, les jeunes à 18 ans, à 20 ans, étaient souvent orientés vers l'activité agricole. Ils avaient déjà, dès qu'ils prenaient leurs femmes, on les orientait automatiquement dans la production économique. Donc l'action de se lancer dans une production économique à l'âge jeune, à la limite, a toujours existé. Ce qui a changé, c'est de s'investir maintenant dans des domaines différents, tels que le marketing, le service. Ce sont les domaines d'activité qui ont un peu changé. Mais l'engagement en tant que tel, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un break, parce qu'on est entré à un moment où tout le monde voulait devenir fonctionnaire. Donc il y a eu un break dans ce système traditionnel-là. Et c'est ce break-là qui est en train un peu de sauter en éclats pour laisser la place à l'entrepreneuriat. Mais il me semble que oui, c'est une nouvelle orientation fondamentale et intéressante qui permet aux jeunes de ne pas toujours suivre les rangs et peut-être d'innover, de créer quelque chose qui lui permettrait de pouvoir avancer. Mais cela pose un certain nombre de conditions. Les conditions qui vont revenir, c'est d'abord l'engagement, la volonté, la discipline. Oui, il a dit, la discipline se règle au niveau de la famille, mais la discipline professionnelle s'apprend de manière continue. On apprend toujours. On apprend toujours dans la vie et quand on côtoie des gens, on va apprendre toujours. Donc ces entrepreneurs vont devoir se munir des mêmes vertus. L'engagement, la volonté, la compétence, la discipline dans le travail, la rigueur pour pouvoir percer. Ça, c'est de leur côté. De notre côté, d'un point de vue institutionnel, on parle beaucoup d'entrepreneuriat comme orientation nouvelle. L'État a mis en place un certain nombre d'organes pour accompagner ces jeunes. Le blocage majeur reste la dimension financière. Les jeunes, je vous garantis, ils ont les idées. Les jeunes, ils ont la volonté. Je ne crois pas à ceux qui disent qu'on a une jeunesse paresseuse. Je n'en fais pas partie et je ne crois pas à cela. Parce que ce n'est pas ça que je vois tous les jours. Je vois tout le temps des jeunes qui font des kilomètres, qui font des heures dans un car rapide pour aller apprendre pour 2 heures, pour 3 heures. Ce qu'il y a, c'est les mécanismes d'accompagnement. Les mécanismes d'accompagnement. De leur pousser à plus croire en eux et de les accompagner pour qu'enfin qu'ils puissent réaliser un certain nombre de choses. Je dis toujours, 100 entrepreneurs, c'est 100 familles. 100 entrepreneurs, c'est 100 familles. 100 entrepreneurs accompagnés, c'est 100 familles accompagnées. Imaginez à l'échelle à une dimension de 1000 entrepreneurs, à une dimension de 1 million d'entrepreneurs. C'est 1 million de familles. Avec 10 milliards. Alors, combien de familles vous pourrez toucher avec un financement de 1 million? Avec 10 milliards. Je vous laisse faire le calcul. Énormément de familles. Et sur ces familles, certainement, la moitié va réussir. L'autre quart va plus ou moins réussir et l'autre quart va échouer. Donc, pour vous dire que les mécanismes sont possibles, il reste là un peu plus de volonté d'accompagnement de ces jeunes. Donc oui, pour résumer, l'entrepreneuriat, c'est une nouvelle direction. C'est une bonne direction, très intéressante, qui offre d'autres perspectives à côté des perspectives traditionnelles, mais l'accompagnement est à améliorer d'un point de vue institutionnel, mais également d'un point de vue préparation individuelle que celui qui veut se lancer veut faire. Okay. C'est très passionnant ce que vous dites, surtout au niveau de l'accompagnement. On a dit tout à l'heure que pour qu'il y ait conflit, il faudrait qu'il y ait déjà une interdépendance. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin des anciens et les anciens ont besoin des jeunes. À partir de ce principe-là, il ne devrait pas y avoir de blocage venant d'un côté comme de l'autre, mais plutôt un accompagnement. Je trouve ça passionnant. Et surtout au niveau de la discipline, c'est une valeur aussi, la discipline. Oui, c'est une valeur qui doit être inculquée à tous les niveaux de la vie. Donc ça nous ramène aussi à l'éducation de base. C'est-à-dire que tant qu'on a l'éducation de base, le reste est apprentissage à travers notre environnement et notre vie. Mais la base doit être là, pour ne pas qu'il y ait problème. Justement, on entre dans une entreprise et on ne sait pas qu'il faut être rigoureux, etc. Ce sont des valeurs vraiment à avoir dès le début. J'aimerais parler un peu politique avec vous, si vous me permettez. Oui, justement. Juste, pour clore de ce chapitre, je voudrais juste ajouter une ou deux choses.
C'est vrai que le grand maître Amadou Hampâté-Bâ disait que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé, n'est-ce pas? On a besoin de ces personnes-là âgées, de ces adultes qui sont là. On a besoin d'eux. Mais s'ils sont devant nous, à 70 ans, le conflit il reste toujours, n'est-ce pas? Oui. Ils peuvent être là pour nous accompagner, nous assister, n'est-ce pas, à nous redresser. Parce que comme j'ai dit, la jeunesse, c'est la fougue, c'est l'insouciance, c'est l'innovation, c'est le courage. Oui. Alors, ils peuvent tempérer un peu de nos ardeurs, mais tant qu'ils seront devant nous, à 70 ans, n'est-ce pas, du berceau à la tombe, service public, donc ça, le conflit restera toujours ici. Maintenant, l'autre aspect, c'est, comme vous dites, c'était surtout sur le plan de la discipline. Oui. Ça, c'est une question que nous avons déjà réglée. Donc, les conflits, ils sont là, mais osons le dire, il faut faire de plus en plus confiance à la jeunesse, n'est-ce pas, parce que c'est elle qui est la première exposée. Voilà. Il faut faire plus confiance à la jeunesse. Si je devais vous demander, politiquement parlant, quelle est vraiment la discorde entre la vision et la conviction politique des jeunes, d'une manière générale, et celle des anciens? Parce que là, on trouve un décalage complet, ici au Sénégal. Ce qui se passe politiquement, c'est qu'il y a les anciens qui ont leur manière de faire, comme vous le dites, et il y a les jeunes qui ont d'autres visions, d'autres convictions, et qui ne se sentent pas forcément impliqués par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement rassembler les deux? Alors, moi, je pense que sur le champ politique proprement dit, il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Les partis politiques qui sont au Sénégal, ce ne sont pas des partis politiques en réalité. C'est des associations de personnes, c'est des propriétés privées. Si vous prenez le PDS, tout le monde sait que ça appartient au président Abdoulaye Wade. Si vous prenez l'AFP, on dit que ça, c'est pour Moustapha Niasse. Si vous prenez le Rewmi, on dit que ça, c'est pour Idrissa Seck. Qu'on le veuille ou non, c'est pour lui. Il n'y a que le Parti socialiste qu'on ne puisse pas dire que c'est la propriété de quelqu'un. Parce que le Parti socialiste a été hérité de l'ancienne SFIO, n'est-ce pas, qui a donné naissance à l'UPS, qui a donné naissance au PS. N'est-ce pas, où toutes les générations socialistes, aussi bien sénégalaises que françaises, ont eu à pratiquer ce parti. Sur tout le reste, tous les autres partis sont nés à partir d'un mécontentement, n'est-ce pas, d'un problème qui existait entre le sommet et des gens qui étaient là. Et ces gens-là se sont retirés pour aller créer leur propre formation politique. Et la manière dont on crée un parti politique au Sénégal n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes procédés pour créer un parti politique en Europe, par exemple. Personne ne peut dire que le Parti socialiste français appartient à François Mitterrand, appartient à François Hollande, à Martine Aubry ou à Roy. Il n'appartient à personne. Tout le monde est au même pied d'égalité. Il suffit simplement de faire ses cotisations et de respecter la ligne directionnelle de parti. S'il y a des problématiques, des problèmes, des conflits, il y a des structures bien dressées pour les régler. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Au Sénégal, Moustapha Niasse ne veut pas que Malick Gakou le succède. C'est ça la réalité. Mais oui. Il ne veut pas. Au PS, Tanor, peut-être qui avait les rênes du Parti socialiste, ne voulait pas que Khalifa Sall prenne les rênes du Parti socialiste. Parce que simplement, c'est des questions d'enjeu. Il a déjà donné sa parole en tant que personne morale. N'est-ce pas? Des choses comme ça. Au PDS, tout le monde sait que Abdoulaye Wade ne veut pas que quelqu'un d'autre le succède si ce n'est son fils. Donc ça, ce sont des réalités locales que nous connaissons, nous. N'est-ce pas? Maintenant, l'enjeu, c'est de voir quel est le conflit. Le conflit, c'est le pouvoir. Le conflit, c'est la délégation de pouvoir. C'est la succession. Les générations actuelles sont plus outillées, plus engagées que la vieille garde socialiste, libérale, qui est toujours au sommet de ces partis-là. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors, la compétition politique, elle doit être saine, n'est-ce pas? Moustapha Niasse devrait avoir la décence de dire que je suis vieux, mais quels sont ceux qui sont les plus méritocrates pour me succéder? C'est une question de méritocratie. La vie doit être articulée autour du concept de méritocratie, n'est-ce pas? Mais en politique au Sénégal, c'est le clientélisme, c'est le griotisme, c'est le larbinisme, n'est-ce pas? Oui, c'est la démagogie. La démagogie est une pratique par laquelle on flatte l'individu pour obtenir quelque chose. Le populisme, c'est des déclarations fantaisistes où on promet des choses dont on sait qu'elles sont irréalisables.
C'est ça le champ politique sénégalais. Et c'est pourquoi il y a ce conflit-là entre la vieille garde et la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle est issue des écoles. Elle vient de Paris, elle vient de Londres, elle vient d'Angleterre. Ils savent comment on fait la politique là-bas, quelles sont les règles de base. Et cette génération-là, elle est engagée, elle est mûre et elle veut aller de l'avant. C'est tout à fait maintenant la même chose que ces vieilles personnes-là, que nous aimons encore. Quand je dis vieilles personnes, ce n'est pas péjoratif, n'est-ce pas? Nous les aimons. Ils ont leur mérite, n'est-ce pas? Ils ont fait des choses, mais ils doivent céder la place à des gens. Et toute la vie de la création humaine se résume en ces termes-là. Forcément, il y a un legs. Que vous le voulez ou non, il y a toujours un legs. Ce qui est sûr, c'est que vous avez votre avis bien tranché sur la question. On peut le voir. Professeur Anne, est-ce que vous partagez cet avis selon lequel le problème majeur, c'est la délégation de pouvoir? Oui, la délégation de pouvoir, le transfert de pouvoir qu'il a eu à évoquer, c'est effectivement une réalité. Moi, j'aimerais analyser la question de ce conflit politique sous un autre angle. Alors, si on fait une typologie des acteurs politiques dans le cadre du Sénégal, on verra qu'on a eu une première génération composée de personnes ayant essentiellement vécu en Europe ou ayant des femmes européennes, donc qui ont un certain engagement vis-à-vis de l'Europe. Après, on a eu une certaine génération qui a plus ou moins fait une transition avec les Abdou Diouf et tout ça. C'est vrai, des femmes sénégalaises, mais une mentalité très orientée à l'occidental. Maintenant, on est en train d'avoir une autre génération. Macky Sall, le président Macky Sall, je le mettrai dans la génération transitionnelle. Voilà. Donc là, on est en train d'avoir, à mon sens, une autre génération d'acteurs politiques qui ont des référentiels qui sont, à mon avis, différents. Les référentiels de ces nouveaux acteurs politiques, et je ne dirais pas seulement politiques, les acteurs d'un point de vue social, rien qu'à l'accoutrement. Je ne veux pas le nommer, mais je veux bien prendre le cas de Fadel Barro. Rien qu'à l'accoutrement, il y a toujours un message qui est véhiculé, un message d'authenticité, d'africanité, de sénégalité, si on peut le dire. Voilà, donc les référentiels sont plus ou moins positionnés sur des niveaux différents. Partant de cet instant, le même phénomène se pose. Différence de perception, différence de référentiel, différence de comportement et d'attente. Surtout différence d'attente. Forcément, il y a un hiatus qui va se poser. Il y a une différence qui va se poser, il y a un problème qui va se poser. D'où ce à quoi on est en train d'assister, une génération d'acteurs politiques très engagés, à la limite avec une aversion totale pour tout ce qui est international, et une autre génération qui est beaucoup plus conciliante avec cet international, avec lequel ils ont des liens plus ou moins avancés. Alors, la solution, à mon avis, on ne saurait se départir de l'international, c'est rêver, c'est impossible. La géopolitique internationale fait qu'on est dans un niveau où les pays, les nations, les peuples, les cultures et les individus seront forcément dans une relation d'échange. Mais dans ces relations d'échange, ce qui est intéressant à percevoir avec cette nouvelle génération, c'est la volonté de se positionner dans ces relations d'échange. Une volonté ferme de tirer le maximum profit de ces relations d'échange. Une volonté ferme d'appuyer, de montrer et de faire voir ce qu'eux, ils apportent d'un point de vue économique et de mettre ça en balance par rapport à ce que les autres apportent. Parce qu'il semble que ce que nous avons présenté comme ayant été toujours les apports de l'international en termes de valeur ajoutée, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, c'est intéressant à mon avis. Et je dis c'est une chance. Je fais partie de ceux qui pensent que le Sénégal a une chance d'avoir des acteurs politiques aujourd'hui jeunes, à l'image de Ousmane Sonko, à l'image de Guy Marius Sagna, à l'image de tous ces jeunes qui bougent et qui poussent l'ancienne génération à réfléchir, qui poussent l'ancienne génération à sortir de cette zone de confort et à se poser des questions. Imaginons un instant le paysage politique sénégalais aujourd'hui sans quelqu'un comme Ousmane Sonko ou Guy Marius Sagna. Qu'est-ce qu'on aurait? Une situation fade, une situation sans avancement,
une situation sans réflexion. C'est des problèmes, c'est des blocages, c'est des obstacles qu'on avance. Et ces personnes-là nous apportent heureusement cet apport critique-là qui permet, je pense, à nos décideurs d'avancer. Oui, l'opposition est importante. L'opposition est importante pour le challenge même de la chose. Écoutez, vous avez donné des informations excellentes tous les deux et très pertinentes. On pourrait en parler pendant des heures. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais que vous terminiez chacun très brièvement en donnant un conseil majeur aux générations à venir. Ce serait quoi? Oui, pour les générations à venir, c'est de s'armer de courage. S'armer de courage surtout. Et puis vous avez parlé tantôt de l'entrepreneuriat. C'est ce que nous conseillons. Parce que l'administration sénégalaise, c'est pas toujours ce qu'on croit, n'est-ce pas? Alors, l'administration, c'est le service public. Il faut aimer le service public pour vouloir être fonctionnaire. Je suis fonctionnaire, je pense, à l'échelle de la diplomation, par exemple, j'ai plafonné. Avancement et grade, je pense qu'il ne me reste que la classe exceptionnelle, mais je n'ai pas d'argent. Et je ne suis pas libre. Vous voyez? Alors donc, les jeunes d'aujourd'hui, c'est surtout l'entrepreneuriat qu'il faut encourager. Il faut s'armer de diplômes, s'armer de courage. Et chaque matin, trouver une ou deux raisons de sauter du lit et de partir chercher quelque chose. C'est ça le conseil que je donne. Merci, on vous remercie beaucoup. Et vous, professeur Anne? Oui, il a tout à fait raison. L'entrepreneuriat, très important en termes de liberté économique. J'ajouterai à cela une dimension, la compétence. À mon avis, les jeunes d'aujourd'hui doivent bosser leurs compétences. Bosser ses compétences, c'est aller au cours, suivre les cours, ne pas se laisser aller dans les divertissements inutiles. Parce qu'en réalité, il n'y a que la compétence qui fait la différence. On est dans un monde de savoir, on est dans un monde de connaissances, on est dans un monde où la seule compétition, c'est ce que vous savez faire prévaloir en termes de connaissances et de savoir. Cette dimension connaissance est fondamentale à mon avis. Si la connaissance est là, le savoir-faire est là, le savoir-être est là, je pense que ce n'est que facile d'aller vers l'entrepreneuriat. Ce n'est que facile d'aller vers l'entreprise. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas qu'on voit ça au niveau des jeunes. Il y a toujours cette insouciance. À la limite, cette insouciance qui est là et qui se justifie par le fait de ne pas savoir ce qui les attend. D'où toujours le rôle important de tous les encadreurs que nous sommes de les conscientiser par rapport à leur avenir et à ce qui les attend. Professeur Joe et professeur Anne, j'aimerais vous remercier personnellement de l'inspiration que vous avez véhiculée durant cette émission à moi-même et à plusieurs générations, je suis sûre, anciennes comme nouvelles. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous avez suivi Idées, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme sur ITV. Je suis Sophia Ba et on vous donne rendez-vous prochainement.